suite, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais faire les awards de cette année. J'avais déjà fait une vidéo au début de l'année 2025 pour faire les awards de l'année 2024, mais je l'avais fait avec différentes questions, différentes catégories un peu particulières. Là, cette année, je vais être un peu plus classique puisque je vais faire par genre. Selon les différents genres que j'ai le plus lu cette année, je vais élire la meilleure et la pire lecture que j'aurais eue dans cette année 2025. Il va y avoir juste une petite catégorie avec laquelle je vais commencer qui va être plus sur le physique du livre, mais autrement je vais rester selon les genres que j'ai le plus lu. Et donc il y aura une catégorie, comme je vous disais, sur le bouquin en lui-même et après 5 catégories selon les genres. Et c'est parti pour cette vidéo. Première catégorie, comme je vous disais, ça va être plus sur l'esthétique du roman et je vais vous dire lequel des livres que j'ai lu cette année est le plus joli à la meilleure version, la meilleure édition. Alors, comme pour beaucoup de catégories que je vais vous faire, là j'ai un peu triché puisque j'en ai mis 2. Pour commencer, j'ai choisi Les Aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty, puisque ce roman, je le trouve mais juste magnifique. Celui-là, je l'ai acheté en neuf parce que j'ai adoré. Je le trouve vraiment trop beau. Le jaspage, il est sublime. L'intérieur aussi est très beau. Regardez, la carte, elle est magnifique. Voilà. Je vous montre un petit peu tout. Je crois qu'il n'y a rien à l'arrière. Et hop, l'autre... L'autre, c'est exactement pareil, c'est la carte. Il y a des petits moments où on a des pages qui sont un petit peu comme ceci. Donc vraiment, je le trouve sublime. Il est vraiment trop beau. Le seul petit problème, c'est que la dorure avec les frottements est un petit peu partie, ce qui est très dommage. Mais autrement, je trouve que c'est vraiment un objet livre qui est vraiment sublime. Vraiment, il est magnifique. Et le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Un destin ancré dans le sang, puisque le jaspage, il est juste trop beau. Moi, j'ai un truc avec... l'univers viking. Je suis mariée avec le thème médiéval viking, donc vous vous doutez bien, j'ai une petite appétence pour cet univers et vraiment, je le trouve vraiment trop beau. Même la petite illustration ici. Enfin, il est vraiment magnifique. Je pense qu'il est quand même un petit peu en dessous des Aventures d'Amina Al-Sirafi, puisque là, à l'intérieur, mis à part pour les chapitres, voilà, mis à part pour les chapitres, vous voyez où il y a une petite illustration. Autrement, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une carte particulière, ce genre de choses. C'est pour ça que je dirais que les Aventures d'Amina Al-Sirafi sont un petit peu au-dessus, mais je me devais de le mettre en mention honorable parce qu'il est vraiment très beau également. Hop, j'en profite, je les range au fur et à mesure. Et dans cette catégorie, j'ai aussi décidé de mettre quand même le livre qui était le plus moche parmi tous ceux que j'ai lus cette année. Alors en règle générale, j'aime pas trop dire qu'un livre est moche, mais alors celui-là, vraiment, c'est un peu particulier. Après, j'ose aussi vous en parler parce qu'ils ont fait des nouvelles éditions, ils ont un petit peu changé parce qu'ils se sont rendus compte que vraiment c'était pas possible. Et c'est la saga Off Campus de Elle Kennedy, donc avec The Deal et The Mistake. Clairement, on est sur quelque chose d'assez kitsch, je dirais. Voilà, je veux pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas, vous le voyez bien, c'est pas vraiment le genre de livre qu'on va lire devant tout le monde où on est trop content de se dire « Oh, regardez, elle est magnifique cette couverture !» Donc, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Mais le livre était pas mal, mais voilà, la couverture, elle est vraiment pas folle. Et donc maintenant nous pouvons passer aux awards selon les genres et je vais commencer avec la catégorie thriller. Alors c'est assez nouveau pour moi de lire des thrillers, j'en ai lu 10 cette année et c'était les premiers que je lisais. Je les ai beaucoup lus en audio, il n'y en a qu'un seul en fait que j'ai lu en papier, le reste je les ai lus en audio. Et j'ai particulièrement lu du Freida McFadden et j'ai lu un Frank Tillier, un Maxime Chatham et un Stephen King, pour vous donner une idée quand même. Et le vainqueur de cette catégorie, c'est Prime Time de Maxime Chatham. Alors, j'ai choisi ce roman-là parce que en lecture audio, il était vraiment trop bien. Je sais pas si on pourrait dire que c'est vraiment un thriller ou si c'est plutôt une enquête policière, mais bon, ça se met un peu dans la même catégorie. Dedans, on va y suivre une prise d'otage sur un plateau télé d'un journal qui est très réputé, qui est beaucoup regardé. Et en fait, tout au long du roman, on va suivre cette prise d'otage et on va essayer de découvrir quelles sont les intentions des ravisseurs, qui sont ces ravisseurs, pourquoi ça se passe comme ça, et également voir un petit peu le côté audimat, télé-réalité qu'il peut y avoir et son influence sur la psychologie des personnages. J'ai trouvé ça super intéressant, hyper oppressant, intriguant et j'ai vraiment adoré. Surtout le côté livre audio, il se dévorait, ça se lisait hyper bien. Puisqu'en mention honorable, je pourrais aussi mettre À retardement de Frank Tillier que j'ai énormément aimé aussi, mais j'ai trouvé que
à écouter, c'était un peu plus compliqué dans le sens où il y avait beaucoup de personnages, beaucoup d'informations, c'était très complexe en fait à écouter et à bien suivre, là où celui de Maxime Chatham était beaucoup plus simple à comprendre. Donc je pense que À retardement de Franck Tillier, il est très bien, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais il est mieux à lire qu'à écouter. De mon point de vue, je pense que je l'aurais plus apprécié en le lisant qu'en l'écoutant. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi Prime Time de Maxime Chatham comme vainqueur pour cette catégorie de thriller cette année. Et concernant le pire thriller que j'ai lu cette année, pareil, je sais pas si on peut vraiment dire que c'est un thriller, puisque ça va être La femme de ménage se marie de Freda McFadden. Là, on est sur une courte nouvelle qui est plutôt du fanservice, parce qu'il a été beaucoup demandé par les fans, et c'est pour ça qu'elle l'a écrit. Et en fait, je suis désolée, mais il se passe rien dedans. Je l'ai trouvé un peu inintéressant. Il apportait pas grand chose à l'univers, à cette saga de la femme de ménage, et il y avait rien d'inquiétant, d'intriguant, enfin vraiment il se passe rien dedans. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie, donc le pire thriller de l'année 2025 pour moi. Et nous passons à la catégorie des fantasy. Cette année, j'en ai lu 12 fantasy pur et dur parce que je fais bien la distinction entre fantasy et romantasy. Et pour les gagnants de cette catégorie, Le Trône de Fer. Donc là, c'est l'intégrale 1 et l'intégrale 2 parce que je vous avoue, j'ai pas pu choisir entre les deux, donc j'ai mis les deux. Voilà. Donc les deux intégrales du Trône de Fer de George R.R. Martin, c'est pareil, on est quand même sur de très beaux objets livres. Pourquoi ces deux livres-là gagnent? Parce que l'univers de George R.R. Martin ne cesse en fait de m'épater. Il est complet, il est complexe, les personnages sont hyper réalistes, ils ont des parcours compliqués, en même temps il y en a certains qui vont être médiocres, il y en a qui vont être mesquins, enfin il y a de tout en fait dans ces personnages et c'est tellement vaste, il y a tellement de familles, d'emblèmes, de chevaliers, je sais pas comment il fait en fait pour tout retenir, pour tout énoncer comme ça, enfin on a vraiment l'impression d'avoir des cours d'histoire, c'est hyper réaliste et j'adore, vraiment j'aime énormément Le Trône de Fer et je me suis régalée cette année en lisant les deux premiers intégrales. C'est pour ça que je les mets comme gagnants de cet award, mais je veux quand même mettre une petite mention spéciale, une mention honorable pour un de mes coups de cœur aussi de cette année, qui est Chronique du Chevalier Errant de George R.R. Martin. Toujours. Je suis désolée, hein, là j'ai l'impression d'être une pro-George, mais oui, je suis une fan. Là, on est sur un recueil de 3 nouvelles qui se passent 90 ans avant justement ce qui se passe dans Le Trône de Fer. Ces 3 nouvelles, donc c'est beaucoup plus accessible, l'univers est quand même bien étendu, mais il est un peu plus restreint que dans Le Trône de Fer, donc je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour pouvoir se lancer dans l'univers de Westeros. Il est trop bien écrit, les 3 nouvelles sont palpitantes, elles sont bien construites, elles sont... Ah vraiment, je les adore, il y a de l'intrigue, il y a de l'action, ça se lit tout seul, c'était trop bien, vraiment, je ne peux que vous le conseiller. On va y suivre les aventures du chevalier errant qui s'appelle Dunk et de son écuyer qui s'appelle L'œuf, et on va surtout les suivre dans des tournois, dans leur petite quête du quotidien en tant que chevalier errant, et vraiment j'ai adoré. Petit bonus en plus, c'est qu'il y a la série qui va sortir ce mois de janvier sur ces 3 nouvelles-là, qui s'appelle A Knight of the Seven Kingdoms, et franchement elle a l'air trop bien la série, j'ai vu que la bande-annonce, mais elle promet d'être vraiment incroyable, et je suis trop contente d'avoir lu ce livre justement avant la série, et un gros coup de cœur. Si vous n'osez pas vous lancer dans Le Trône de Fer, essayez ça. Vraiment, c'est beaucoup moins intimidant, il est très facile à lire, enfin je peux que vous le recommander. Voilà. Et alors en termes de fantasy que j'ai le moins aimé, là je vais vraiment dire que j'ai le moins aimé parce que je n'ai eu aucune déception en fantasy cette année, j'ai vraiment tout aimé. Autant en cozy fantasy qu'en fantasy pure. Je crois que même, ouais, quand je vous ai parlé de 12 livres de fantasy, je crois que j'ai mis à part la cozy fantasy, elle est même pas dedans. Ouais, j'ai eu aucune déception, j'ai tout aimé en fait cette année, donc j'ai été obligée de choisir celui que j'ai le moins apprécié. Je suis partie du principe que si je devais faire une relecture, lequel j'aurais le moins envie de relire, et également lequel j'ai eu le plus de mal à terminer, où j'ai passé le plus de temps, c'était le moins page-turner on va dire. Donc comme il fallait en choisir un, c'est Déraciné de Naomi Novich. J'ai beaucoup aimé ce roman, on est avec une fantasy qui a une intrigue en fond
de romance. Donc il y a une petite romance, mais elle a vraiment une très très petite place. Pourquoi je le mets dans celui que j'ai le moins aimé, c'est pour le côté un peu contemplatif. Il n'y a pas tant d'action que ça, c'est beaucoup un roman atmosphérique. Et c'est vrai que c'est ce qui me convient le moins. Moi j'aime bien quand ça bouge, quand il y a pas mal d'action, ou au moins que la politique est très présente, même si j'ai beaucoup aimé le système de magie qui était très organique, c'était très naturel, on avait une version très poétique de cette magie que j'ai trouvée très singulière et j'ai vraiment adoré. Mais voilà, au niveau de l'action, au niveau de l'intrigue et du ressenti général du roman, c'est celui que j'ai le moins aimé en fantasy cette année, mais il était quand même trop bien. Enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais il fallait bien en choisir un, donc désolée, mais c'est celui-ci. La prochaine catégorie, c'est la romance. Alors cette année, j'ai lu 32 romances parce que je les écoute énormément en fait en audio. Je trouve ça beaucoup plus facile de faire quelque chose en même temps que de lire une romance que de lire une fantasy. Donc j'ai lu énormément de romances en audio. Pour vous donner une idée, 80% des romances que j'ai lues cette année, c'était en audio, et parmi tous les livres audio que j'ai lus cette année, il y en avait 50% qui étaient de la romance. Donc pour vous donner une petite idée. Donc c'est le genre que j'ai le plus lu cette année au final. Et parmi donc ces 32 livres, j'en ai choisi 2 pour les meilleurs. Le premier, c'est People We Meet on Vacation de Emily Henry. Alors je partais vraiment mal avec ce titre, puisqu'avant de lire ce livre-là, j'avais lu un seul livre d'Emily Henry et qui était Happy Place, que je n'avais pas du tout aimé. Et on est sur un Friends to Lovers qui n'est pas du tout ma tasse de thé à la base. Je ne suis pas friand en fait de ce trope. Donc on partait pas très bien. Mais là on y suit Alex et Poppy qui sont des amis de longue date, mais qui ont toujours eu une amitié assez ambiguë. Ils ont toujours eu un sentiment un petit peu amoureux l'un envers l'autre, mais c'était jamais le bon moment. Il y avait toujours des petites choses qui se mettaient en travers de leur chemin. Dans ce roman, on va y suivre 2 timelines. Une première qui va être justement le passé et donc toutes leurs vacances passées ensemble, donc les 10 dernières années, et le présent où leur amitié s'est un petit peu effritée. Il y a eu quelques petits problèmes qu'on nous explique pas vraiment au début du roman, mais qu'on va apprendre au fur et à mesure. Poppy va essayer de les ressouder en fait en repartant en vacances ensemble. Et cette idée de 2 timelines, cette construction et puis l'amitié qui se développe et qui est hyper saine en fait entre les 2 personnages et qui évolue d'une bonne manière. En fait, je trouve que là, les personnages sont bien explorés, ils sont bien exploités et vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture, c'était très addictif et j'ai vraiment adoré cette romance. Donc c'est celle-ci que je mettrai en meilleure romance de l'année. Et une petite mention honorable pour Amber Falls de Alicia Garnier, puisque déjà cette autrice, je l'ai découverte cette année et j'ai adoré. J'ai dû lire 4 livres d'elle et vraiment je trouve que ces romances sont très bien ficelées, les personnages sont très attachants. J'ai passé toujours des bons moments en fait en écoutant ces livres. Peut-être l'autrice que j'ai découvert cette année dont la plume m'a le plus marquée. C'est devenu ma valeur sûre en termes de romance, ce qui n'est pas rien. Parmi ces romans, celui que j'ai préféré c'est Amber Falls. On va y suivre July qui a ouvert une petite pâtisserie avec sa mère et sa grand-mère et elle veut participer à un concours justement du meilleur pâtissier de cette ville et elle va devoir le faire contre Tate, son meilleur ennemi, puisqu'ils étaient meilleurs amis dans leur enfance, et en grandissant en fait suite à une trahison qu'il lui aurait fait, elle ne peut plus le voir, hein, clairement. Mais par rapport à cette idée de vouloir gagner le concours de pâtisserie et vouloir faire sa place et gagner de l'argent pour subvenir à ses besoins, ils vont se retrouver à devoir faire du fake dating l'un avec l'autre. Et c'était trop mignon, vraiment j'ai passé un très bon moment de lecture. Les personnages étaient attachants, c'était drôle, c'est hyper addictif les romances d'Alicia Garnier et j'ai adoré celle-ci, je ne peux que vous la conseiller. Et pour la catégorie de la pire romance de cette année, ça va être un petit peu surprenant, mais je vais mettre le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Déjà, il y a eu toute une hype incroyable autour de ce roman que j'ai pas du tout compris parce que moi je suis passée complètement à travers. Je l'ai vu partout. Je pense que c'est la romance dont j'ai le plus entendu parler cette année, qui a fait le plus de buzz, mais alors je l'ai détestée. Je suis désolée, mais alors là j'ai vraiment pas du tout aimé. On va y suivre, comment elle s'appelle, Jenny? On va y suivre Jenny qui va reprendre le café de sa tante justement dans une petite ville et c'est le Pumpkin Spice Café et elle va y rencontrer Logan qui est un fermier. Pourquoi j'ai pas aimé ce roman? Déjà,
J'ai trouvé que la romance, elle venait beaucoup trop rapidement. Je n'ai pas appris à connaître les personnages. Au niveau de la psychologie des personnages, je ne les connais pas. Je ne suis pas du tout attachée à eux. Limite, j'avais plus d'attache pour l'ex de Logan, dont la psychologie était beaucoup plus évoquée, beaucoup plus élaborée. Par contre, pour les personnages principaux, vraiment, je les ai trouvés plats. Je sais pas, pour moi, ils n'avaient pas de caractère, ils n'avaient pas de particularité. Leur romance vient beaucoup trop rapidement et c'est beaucoup trop porté sur le smut dès le début. Il y a beaucoup de smut dans ce petit roman parce qu'il est vraiment très très court. À tel point que moi en fait je me suis arrêtée avant la fin. Je me suis arrêtée à 50 minutes de la fin. Parce qu'on était sur une scène de smut qui pour moi était inutile. En plus je trouvais les scènes pas très bien écrites et j'avais pas envie de subir cette scène de smut qui ne m'intéressait pas au point de ne pas avoir la suite. En fait ça m'indifférait d'avoir la fin de l'histoire tant que je ne devais pas subir cette scène supplémentaire de smut. On en était là. Vraiment j'ai un rapport très compliqué avec ce livre, je suis désolée hein, mais je ne l'ai pas du tout aimé. Pour vous parler un petit peu de l'intrigue, justement il ne se passe rien. Je n'ai pas ce côté café, automne qui transpire comme il peut y avoir dans Légende d'Enlaté. Celui-là, je trouve que vraiment, on avait ce côté automne, on avait envie de se mettre sous un plaid avec une boisson chaude, avec Halloween, tout ça. Là, vraiment pas du tout. On n'est jamais dans le café. Il y a une intrigue autour du café parce qu'il y a du vandalisme dans ce café. Mais en fait, toutes les scènes sont expliquées, elles sont en 2 lignes, dites à un autre personnage. On n'est jamais présent au moment où elle découvre les faits, donc on n'a pas ses sentiments dessus, on n'a pas son impression, on n'a pas ses suppositions, on sait rien en fait de tout ça. C'est vraiment mis sous le tapis, c'est histoire de dire il faut qu'il y ait une intrigue à côté, parce que si c'est qu'une romance, on se fait chier. Donc elle a dit bon voilà, on va parler de ça, c'est tout, mais c'est pas développé, ça me donne pas envie de savoir la suite. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce roman, c'est déjà pas mal, mais j'ai pas aimé. J'aurais pu aussi mettre en mention honorable de romans que je n'ai pas aimé, Icebreaker, parce que vous pouvez le voir dans ma dernière vidéo du bilan du mois de décembre que je n'ai pas aimé ce roman non plus, pareil, beaucoup trop porté sur le smut, pareil, j'ai pas aimé l'écriture, enfin j'ai vraiment pas aimé non plus ce roman, mais celui-ci je l'ai terminé, contrairement à Pumpkin Spice Café que je n'ai pas terminé. Donc les deux, mes pires romances de l'année. La catégorie suivante, c'est la romantasy. Cette année, j'ai lu 15 romantasy. Alors c'est pareil, c'est un peu compliqué en fait entre fantasy, romantasy. Est-ce que c'est de la fantasy avec un peu de romance? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'ai essayé de rester sur vraiment des livres centrés sur la romance avec justement un univers de fantasy autour. Je me suis vraiment basée là-dessus. Tout ce qui était fantasy avec une intrigue de fond qui était de la romance, pour moi c'était plus fantasy que romantasy. Voilà, je préfère bien mettre les limites dès le début. Et donc, dans cette catégorie, je vais avoir 2 gagnants. Le premier, ça va être La balade funèbre de Art et Merci, parce que vraiment, ce roman, j'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment ultra doudou. Alors je l'ai écouté en lecture audio, les interprètes étaient très bien aussi. L'univers est hyper intriguant, hyper original. On va y suivre Art qui est un rangers et Merci qui est la gérante d'une entreprise familiale de pompes funèbres. Ils se détestent l'un l'autre, hein. Ils n'arrivent pas à travailler ensemble puisque normalement un Rangers et les pompes funèbres sont censés collaborer, eux ils n'y arrivent pas du tout. Et un jour où Art est vraiment très énervé, il va écrire une lettre qu'il va destiner à personne en particulier mais qu'il va envoyer comme ça. Sauf que cette lettre va arriver à Merci. Merci va y répondre et comme ça ils vont commencer une relation à travers des lettres sans savoir à qui vraiment ils parlent et c'était trop mignon. Et là les personnages sont bien développés, l'univers je vous dis il est assez original mais en même temps pas trop complexe. Je l'ai trouvé trop bien ce livre, très équilibré. Dans cette série il y a également un tome 2 mais qui se concentre sur Twila et Frank et celui-ci il est tout aussi bien mais il est un peu plus fin de famille je trouve. La romance elle est un peu plus en fond. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai choisi plutôt La balade funèbre de Art et Merci pour cette catégorie. En tout cas, je vous le recommande, il est vraiment trop bien ce roman. Pour aller avec, dans la meilleure romantasy de cette année, j'ai également mis Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, donc c'est le tome 2 de la série ACOTAR. Cette année, j'ai lu 4 tomes de cette saga.
donc les 4 premiers. Et c'est le tome 2, je trouve, qui s'est démarqué par rapport aux autres. Dans cette saga, nous allons suivre Fer, qui est une jeune humaine qui est au bord de la famine au début du roman. Donc elle va aller chasser dans la forêt, elle va tuer un loup, sauf que ce loup n'est autre qu'un faé. Ce qui implique que le grand seigneur de la cour du printemps, donc le grand seigneur de ce faé, va venir l'enlever puisque elle va avoir une dette envers ce grand seigneur. Et on va suivre comme ça toutes ces petites péripéties. Ce second tome m'a quand même beaucoup surprise au niveau de la tournure des événements. Je trouve que c'était assez surprenant et ça m'a bien plu. J'adore les personnages. Alors, je préfère vous prévenir, on n'est pas sur quelque chose au niveau de l'écriture qui est très singulier, mais c'est hyper addictif. Il y a beaucoup d'action, les personnages sont hyper attachants, ils sont un peu trop parfaits quand même, oui, certes, mais on les aime. Je sais pas comment elle fait Sarah J. Maas. Il y a quelque chose de mystique dans son écriture qui fait que ça reste en fait, ça nous reste en tête, on a envie d'y être, on a envie d'être dans cette ville, on a envie d'être amis avec ces personnages, on a envie d'en apprendre plus, je sais pas. C'est surprenant à quel point c'est addictif. C'est pour ça que je ne me voyais pas ne pas le mettre dans les meilleurs romantasy de cette année. Après, j'ai pas lu énormément de romantasy cette année et j'en ai pas lu de hyper singulière, originale, tout ça. Donc, je suis obligée de le mettre là. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième tome. Donc, c'est pour ça que je le mets ici. Et dans la pire romantasy de l'année, je vais mettre, encore une fois, un abandon qui est Le Roi de la guerre et du sang de Scarlett Sinclair. Ce roman-là, je l'ai abandonné au bout de 2 heures d'écoute parce que j'ai pas compris la hype autour de ce roman. Et pour moi, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'histoire. Au niveau du synopsis, nous y suivons Reina qui est une jeune humaine. Au tout début du roman, elle va se balader dans la forêt et elle va tomber sur un vampire qui va la mettre toute chose. Vraiment, elle ne s'en remet pas de cette rencontre. Ensuite, très peu de temps après, on va y suivre une réunion entre son père, le roi des hommes, et le roi du sang, donc qui est le seigneur vampire. Sauf qu'en fait, c'était ce vampire qu'elle a croisé dans la forêt. Et pendant les négociations pour la paix entre son père et ce vampire, eh ben celui-ci va dire « Ok, mais je vais rajouter une petite condition, c'est que je vais épouser ta fille. » Et elle est « Oh, mais non! Oh mon Dieu, je vais devoir épouser ce mec qui me donne très envie !» On voit clairement où ça va nous mener. Alors elle clame haut et fort qu'elle veut le tuer, sauf qu'en fait, on comprend bien qu'elle veut qu'une chose, c'est coucher avec, clairement. C'est que du smut, mais très peu d'histoire. Au niveau de l'intrigue, c'était ultra prévisible. Les personnages sont pas très développés. On a que du smut, enfin les 2 premières heures d'écoute. C'était que ça. En plus, je les ai écoutées avec mon mari qui pensait que ça allait être une fantaisie épique. Autant vous dire que c'était très gênant dans la voiture. J'ai pas un très bon souvenir de ce roman, c'est pour ça que je le mets dans ma pire romantasy de cette année 2025. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Voilà pour la catégorie romantasy. Pour la catégorie dystopie, j'en ai lu 8 cette année. Beaucoup de coups de cœur, de très bonnes lectures, mais également des très grosses déceptions. Je pense que c'est la catégorie la plus hétérogène au niveau de mon avis, parce qu'on passe vraiment de pire lecture aux meilleures lectures de l'année. Vraiment, on a les extrêmes, hein, je vous le dis tout de suite. La prochaine catégorie, c'est la meilleure dystopie. Et alors là, pour cette catégorie-là, il n'y avait pas photo. Je savais directement quel livre j'allais mettre. Et c'est Hunger Games, Un lever de soleil sur la moisson de Suzanne Collins. Je suis déjà une grande fan de la saga Hunger Games, mais alors quand j'ai vu qu'elle avait sorti un nouveau roman, je l'ai acheté dès sa sortie, je l'ai dévoré en moins d'1 semaine et je l'ai adoré. Vraiment, je trouve que c'est le meilleur des Hunger Games. C'est celui que j'ai le plus aimé. Alors, faudrait que je refasse une relecture du premier parce que je l'ai lu il y a 10 ans. Ça date un peu, mais en tout cas, celui-ci, ça a été un gros coup de cœur cette année et de mes souvenirs en tout cas, je pense que c'est le meilleur Hunger Games. On va y suivre les jeux d'Emich, donc qui sont la 2e expiation, là où il va y avoir 2 fois plus de tribus dans l'arène. Et on connaît le dénouement, on sait qui va gagner, puisqu'on sait que Emich va survivre. Et pourtant, vraiment, ce roman était angoissant. J'ai été vraiment prise dedans. Et il m'a fait ressortir énormément de sentiments à tel point que j'en ai pleuré, ce qui ne m'arrive jamais en lisant des livres, en regardant des films, enfin je pleure jamais, et là j'ai réussi à pleurer devant. C'est gage de qualité quand même, mine de rien. Elle a réussi mais vraiment à me prendre aux tripes, à me surprendre,
à m'inquiéter. C'était incroyable. Je ne peux que vous conseiller ce livre et il est trop bien. Je l'ai adoré. Ça a été voilà, un coup de cœur cette année, si ce n'est un des meilleurs livres que j'ai lus et donc ma meilleure dystopie. Et j'ai très hâte de voir l'adaptation cinématographique qui va sortir. Pour l'instant, on n'a eu que la bande-annonce. Elle va sortir fin 2026. J'irai la voir au cinéma, ça c'est sûr, parce que ce roman, je l'ai adoré. J'avais pas été ultra fan de La Balade du serpent et de l'oiseau moqueur pour une simple et bonne raison qu'on n'était pas de retour dans l'arène. On n'avait pas ce sentiment oppressant d'être dans l'arène. Et là, on l'a de nouveau, et ça, j'ai adoré. Lever de soleil sur la moisson, c'était un roman que j'ai adoré, c'était un de mes coups de cœur, donc c'est vrai que c'est compliqué de rivaliser. Donc j'ai quand même mis 2 petites mentions honorables. Déjà, la première pour Je suis une légende de Richard Matheson, puisque c'est le livre qui a inspiré le film Je suis une légende, film que j'ai regardé maintes et maintes fois depuis ma jeunesse, que j'adore, et ça m'a fait particulièrement plaisir en fait de lire le matériel d'origine, surtout que je me suis rendu compte d'une énorme différence entre le film et le livre, puisque dans ce livre on nous dit clairement l'origine des monstres, et les monstres sont des vampires, ce qui est un petit peu moins évident je trouve dans le film. Enfin moi je pensais plutôt que c'était des zombies en fait dans le film, alors qu'en fait ce sont des vampires. Ce roman revient beaucoup plus sur la solitude du personnage, sur son enquête par rapport à ces monstres, à ces vampires, et notamment la fin m'a vraiment marquée dans ce roman. Elle fait énormément réfléchir. On a toute une morale un petit peu particulière que j'ai trouvée très intéressante. Donc c'est pour ça que je le mets dans mes mentions honorables, parce que j'ai vraiment passé un très bon moment en lisant cette dystopie. Donc Je suis une légende. Et une autre mention honorable pour un livre que j'ai lu au mois de décembre, que vous pouvez retrouver dans mon bilan. Et ce roman, c'est Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Hartmann. On est sur un roman dystopique un peu particulier, il est écrit à la première personne et on va y suivre une jeune femme qui est enfermée avec 39 autres femmes dans une cave et qui est surveillée par des gardes. Celle qu'on suit est la plus jeune, elle n'a jamais rien connu d'autre que cette cave. Et on va avoir comme ça tous ces questionnements sur la vie d'avant, sur ce que ça impliquait, comment elle se passait, puisque elle n'a jamais connu ça. Et un jour, en fait, les gardes vont partir très rapidement et donc les femmes vont pouvoir sortir de cette cave, sauf que le monde qu'elles vont découvrir n'a plus rien à voir avec le monde qu'elles avaient laissé avant d'être enfermées, et on va suivre toute la vie en fait de cette femme qui n'a pas de nom et qui va essayer de survivre, et ça va nous questionner vraiment sur le confort de nos vies actuelles, sur qu'est-ce que la survie par rapport à la vie, est-ce que ça vaut le coup en fait de survivre si jamais on n'a plus le confort, la relation très particulière avec d'autres personnes, puisqu'elle a été conditionnée à ne pas avoir tant de sentiments que ça pour les autres femmes, puisqu'elle n'avait pas le droit de les toucher, elle n'avait pas le droit de se disputer avec, au niveau des conversations il fallait jamais que ça excède un certain niveau de voix, donc ce qui fait qu'elle a une relation très particulière avec les autres humains qui était très intéressante à suivre. Vraiment j'ai trouvé ce roman assez perturbant mais très marquant et très poignant au niveau de son écriture et au niveau du sujet abordé, donc je vous le conseille tout particulièrement. Mais par contre, on va avoir aussi des petites dystopies qui ne m'ont pas du tout convaincue. La première, ça a été une lecture audio et c'était Perfect Love, qui est le second tome de Perfect Match de Lila Mars. Alors autant le premier tome, je l'ai trouvé assez addictif, je l'ai lu très rapidement, même si je le trouvais un peu prévisible, je l'ai trouvé très solide, très bien. Par contre, ce second tome ne m'a pas du tout convaincue. Je vais vous faire le résumé d'abord. Dans cette dystopie, c'est un programme informatique Algorithma qui décide du taux de compatibilité entre deux personnes pour savoir s'ils ont le droit ou non de se marier. Et Elliot ne va pas être compatible avec son petit ami, mais elle va être compatible avec son frère, ce qui fait pas forcément plaisir. Donc on va y suivre comme ça toute son aventure. Donc déjà dans le tome 1, on va avoir sa romance, et dans le tome 2, bon bah forcément ça va un petit peu évoluer. Le tome 1, comme je vous disais, était assez prévisible. Le tome 2, je le trouve vraiment pas bien, puisque la relation amoureuse entre les deux personnages, je la trouve un peu toxique. Déjà, elle me fait pas rêver. Et deuxième point, c'est en fait toute l'histoire autour des résistants, autour de pourquoi on est contre Algorithma, je la trouve un peu bancale, puisque déjà notre couple principal fonctionne. Ils ont eu un taux de compatibilité qui était très haut, et en effet, ils sont ensemble, donc ça nous montre pas que ça ne fonctionne pas. Et c'est la seule chose de tout ce gouvernement que les résistants dénoncent.
Ils ne disent rien d'autre, il n'y a aucun autre exemple du fait que ce gouvernement est bancal et qu'il doit être renversé. La seule chose, c'est Algorithma, c'est le cœur de tout le programme politique de ce gouvernement. Pour moi, c'est un peu, ça reste de surface, ça mériterait d'être un peu plus creusé. Et une autre chose qui m'a un petit peu saoulée, c'est que les personnages, c'est tout ou rien. Ils passent de très gentils à très méchants. On a l'impression qu'ils vont passer de méchants à gentils juste pour faciliter l'intrigue, pour rendre l'écriture un peu facile. Donc je trouve ça un peu décevant. Je les trouve pas hyper bien développés. Enfin voilà, en tout cas ça m'a pas du tout convenu. Le tome 1 était vraiment très prometteur et ce tome 2, je l'ai détesté. J'ai passé mon temps à lever les yeux au ciel. J'ai pas aimé du tout. Voilà. Mais il n'est pas tout seul parmi les dystopies que je n'ai pas du tout aimé, puisqu'il y a également La Couronne, donc le 5e livre de la sélection de Kirakas. Là, on est sur une saga que je n'ai pas aimée de bout en bout. Je dirais que celui que j'ai le moins aimé, c'était le tome 4. Et ce tome 5 aussi. Dans cette saga, nous sommes dans une monarchie où le roi organise un genre de speed dating version télé-réalité qui est regardée par toute la population pour choisir la future reine, donc l'épouse de son fils, le prince. Et donc nous allons suivre America, qui va être une des candidates de cette télé-réalité, de cette sélection, et qui vient d'un milieu modeste et qui est là un peu par hasard. En fait, elle l'a pas totalement choisi, puisque elle est encore amoureuse de son amour d'enfance. Donc clairement, il va y avoir tout ce côté un peu triangle amoureux. Les romances que Kirakas propose, je les trouve forcées. J'aime pas la manière dont c'est amené. On a l'impression vraiment que il faut tomber amoureux, donc on va prendre le premier qui vient. Enfin, vraiment, j'aime pas du tout. En plus, les personnages, je les trouve très agaçants. Surtout le personnage principal des 2 derniers tomes. Je la trouve mais agaçante. Vraiment, elle m'énervait beaucoup trop. Et l'univers, je le trouve totalement sous-exploité. Si vous aimez ce côté télé-réalité, si c'est un synopsis qui vous tente, je vous conseille beaucoup plus Noblesse oblige de Maïwenn Alix. Là, c'est vraiment beaucoup mieux fait. Ça, je l'ai trouvé bien. Ça, j'ai pas du tout aimé. Après, ça, c'est beaucoup plus jeunesse. C'est-à-dire que ça, ne le faites pas lire à vos adolescents parce que on n'est pas ménagé, hein. Il se passe quand même des choses un petit peu inquiétantes dedans. Par contre, ça, c'est vrai que en jeunesse, en livre pour adolescents, ça passe très bien, surtout qu'au niveau des romances, je vous l'ai dit, c'est clairement adolescent. J'en ai terminé avec mes 5 catégories, mais je me devais de faire une mention honorable à un roman en particulier, puisque j'avoue que je ne savais pas du tout où le mettre. Je voulais le mettre quelque part, mais il rentrait jamais vraiment dans une catégorie, et c'est La vie invisible d'Adi Larou de V.I. Schwab, puisque j'ai adoré ce roman. Là, on est sur un roman contemplatif, comme je vous disais, avec Déraciné, donc ce qui me convient généralement pas, et pourtant, celui-ci, je l'ai adoré. Je l'ai trouvé trop bien. Il est poétique, on va avoir un personnage hyper singulier, hyper attachant, je l'ai adoré. Je comprends la hype qu'il y a derrière, je comprends pourquoi tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il est génial. Et c'est compréhensible parce qu'il est génial. Dedans, on va y suivre Adi qui, pour éviter un mariage forcé, va passer un pacte avec le diable. Elle a sa liberté, mais en contrepartie, les gens ne se rappelleront jamais d'elle. C'est-à-dire que quand elle va rencontrer quelqu'un, elle va lui parler, mais à partir du moment où elle va sortir de son champ de vision, il va complètement l'oublier. Donc c'est une vie d'oubli qu'elle va pouvoir passer à travers les âges, puisqu'avec sa liberté, elle va également obtenir l'immortalité. Et ce roman, il est bouleversant. Elle m'a embarquée en fait, V.I. Schwab, avec ce roman, je l'ai trouvé incroyable. Il fait presque 700 pages, il est assez long, mais en même temps, je me suis délectée de toutes les pages. On se déplace avec elle à travers les âges, mais aussi à travers les pays. On va découvrir différents pays, différentes manières de vivre, différentes époques, et j'ai vraiment adoré, j'ai passé un super bon moment. Donc je voulais absolument le mettre dans ces awards, mais c'est pas vraiment une romantasy, c'est pas vraiment une fantasy, enfin c'est un peu particulier en fait, donc je savais pas exactement où le mettre, donc c'est pour ça que j'ai créé sa propre case. C'est une mention honorable parmi tout le reste, et je le conseille à tout le monde, il est trop bien, il est vraiment super bien.
Et donc voilà pour ces awards, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces romans et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à liker et à partager la vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour vous faire une tier list de tous les romans que j'ai lus sur la deuxième moitié de l'année. Je vous avais déjà fait une tier list de tous les romans que j'avais lus sur les 6 premiers mois de l'année et je vais en faire une pour les 6 derniers mois de l'année. Alors ce sera pas la prochaine vidéo, mais en tout cas ce sera une des vidéos que je vais faire. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire les romans que vous avez préférés dans ces différentes catégories et ceux que vous n'avez pas aimés également. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbits!